Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet complexe, l'obésité. Mais on va le faire en allant au-delà des idées reçues et des clichés. On va explorer ensemble les mécanismes biologiques, les chiffres qui comptent et la manière dont on prend en charge ce qui est aujourd'hui reconnu comme une véritable maladie chronique. On commence directement avec la question qui fâche, celle qui est au cœur de toute la stigmatisation autour du poids. Et vous allez voir que toute cette analyse va justement nous montrer pourquoi cette vision est non seulement fausse, mais aussi terriblement néfaste. Allez, on y va. La première chose à comprendre, et c'est vraiment fondamental, c'est que l'obésité, ça ne se résume absolument pas à un chiffre qu'on lit sur une balance. C'est une condition médicale avec de multiples facettes. D'ailleurs, voici la définition officielle de l'Organisation mondiale de la santé. Et il y a des mots très importants là-dedans. Maladie chronique évolutive. Rien que ça change tout. On ne parle pas d'un échec personnel ou d'un choix de vie, mais bien d'une condition médicale qui s'installe dans le temps. Alors, l'outil que tout le monde connaît pour évaluer le poids, c'est l'indice de masse corporelle, l'IMC. Il nous donne des catégories, du surpoids jusqu'à l'obésité de classe 3, qu'on appelle aussi massive. C'est un indicateur pratique pour avoir une idée générale à grande échelle, mais il a de sérieuses limites. Et voilà le point crucial. L'IMC, c'est un bon outil pour les statistiques de santé publique, mais pour une seule personne, ça ne raconte pas toute l'histoire. Loin de là. Il ne fait pas la différence entre la masse grasse et la masse musculaire, par exemple. Et surtout, il ne dit rien sur l'impact réel du poids sur la santé de la personne. C'est pour ça que la médecine va aujourd'hui beaucoup plus loin. Maintenant, prenons un peu d'auteur pour regarder l'ampleur du phénomène. Les chiffres qui vont suivre, ils permettent de vraiment réaliser à quel point on fait face à une crise de santé publique majeure. Ce chiffre, il est saisissant. 1 sur 2. Imaginez, en France métropolitaine, aujourd'hui, quasiment un adulte sur 2 est en surpoids ou en situation d'obésité. On n'est plus du tout dans le cas par cas, on est face à un véritable enjeu de société. Ce graphique nous montre quelque chose de très révélateur, une vraie fracture géographique. La prévalence de l'obésité atteint 17,4% en métropole, mais elle bondit à 22,4% dans les territoires d'outre-mer. Cet écart important nous rappelle avec force que les facteurs sociaux, économiques et notre environnement de vie jouent un rôle absolument déterminant dans cette maladie. Et si on regarde à l'échelle mondiale, là, le constat donne le vertige. L'obésité touche aujourd'hui 1 milliard de personnes sur notre planète. C'est en fait une pandémie non infectieuse. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, on va plonger dans la mécanique interne du corps. C'est là que ça devient passionnant, parce que pour comprendre pourquoi la perte de poids est si compliquée, il faut absolument regarder ce qui se passe à l'intérieur. À la base de l'obésité, il y a un déséquilibre énergétique, c'est un fait. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir que 60%, soit la grande majorité de notre énergie, est brûlée simplement au repos, pour faire tourner la machine, nos organes, notre cerveau. L'activité physique est cruciale, bien sûr, mais elle ne compte que pour 30% de la dépense totale. Alors, le tissu graisseux, quand il stocke de l'énergie, il peut s'étendre de deux manières. Soit les cellules qui existent déjà grossissent, ça s'appelle l'hypertrophie, soit, et c'est là que ça se complique, le corps fabrique carrément de nouvelles cellules graisseuses, c'est l'hyperplasie. Cette distinction est fondamentale pour comprendre la suite. Et voici un fait biologique majeur, et souvent méconnu. Une fois qu'on a passé l'adolescence, vers 20 ans, le nombre de nos cellules graisseuses est fixé. Il ne diminuera plus jamais. Jamais. Quand on perd du poids, ces cellules se vident, elles maigrissent, mais elles restent là, prêtes à se remplir de nouveau. C'est une des raisons biologiques qui explique pourquoi il est si difficile de maintenir une perte de poids sur le long terme. Alors, que se passe-t-il quand nos cellules graisseuses sont pleines à craquer ? Eh bien d'abord, elles saturent. C'est l'étape 1. Ensuite, ça déclenche une inflammation chronique dans tout le corps et une résistance à l'insuline, l'hormone qui gère le sucre. Enfin, étape 3, le corps est obligé de stocker la graisse là où il ne devrait pas, dans nos organes vitaux. Le foie, le cœur, c'est ce qu'on appelle la lipotoxicité, un processus vraiment dangereux qui est à l'origine de plein de complications. Et puis il y a notre cerveau. Notre alimentation n'est pas juste une question de faim. En réalité, c'est une bataille permanente entre 3 systèmes. Le système homéostatique, qui gère les besoins vitaux, le système hédonique, qui est lié au plaisir de manger, et le système cognitif, notre contrôle rationnel. Dans notre environnement actuel, le système du plaisir est tellement stimulé qu'il prend souvent le dessus. Après avoir vu les causes biologiques, il faut maintenant parler des conséquences. Comment cet excès de tissu adipeux et son mauvais fonctionnement impactent l'ensemble du corps. Et on va voir que c'est bien plus qu'une question d'esthétique. En fait, on peut classer les complications en 4 grandes familles. D'abord, mécanique, les articulations qui souffrent, l'apnée du sommeil. Ensuite, cardio-métabolique, les plus connus, le diabète, l'hypertension.
Troisièmement, un risque plus élevé de développer de nombreux cancers. Et enfin, et il ne faut surtout pas les négliger, les complications psychologiques, comme la dépression ou la faible estime de soi, qui sont souvent aggravées par le regard des autres. Face à une maladie aussi complexe, on comprend bien qu'il faut une réponse organisée et qui implique plusieurs disciplines. Alors, voyons maintenant comment le système de santé s'organise concrètement pour proposer une prise en charge qui soit adaptée. En France, la prise en charge est graduée en 3 niveaux. Le premier niveau s'articule autour du médecin traitant qui travaille avec des diététiciens ou des psychologues. Si ce n'est pas suffisant, on passe au niveau 2 avec des spécialistes et des centres dédiés. Enfin, le niveau 3 est réservé aux situations les plus complexes dans des centres experts. L'idée, c'est d'adapter la puissance des soins à la situation de chaque patient. Et ce tableau illustre parfaitement la nouvelle approche de la Haute Autorité de Santé. On ne raisonne plus seulement en termes d'IMC, mais en stade de sévérité. Ça veut dire qu'on intègre les complications et l'impact de la maladie sur la vie de tous les jours. Une personne avec un IMC modéré mais de graves complications sera prise en charge à un niveau plus élevé. Et ça, c'est une petite révolution. Cette phrase, elle résume le cœur de la prise en charge moderne. La première mission du soignant, c'est d'expliquer la maladie et de faire tomber le mur de la culpabilité. Reconnaître que la biologie et l'environnement jouent un rôle énorme, c'est la première étape indispensable pour créer une relation de confiance et pouvoir avancer. On termine avec cette question, qui en fait s'adresse à nous tous. Si l'obésité est une maladie complexe, influencée par des facteurs qui nous dépassent largement, alors la solution ne peut plus reposer seulement sur les épaules de l'individu. La vraie question devient comment, en tant que société, on peut créer un environnement plus sain et un système de soutien plus efficace et surtout plus bienveillant. La réflexion est ouverte.